ceux qui me connaissent. Clara Bouchetti pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait. Alors, donc, je vais vous présenter aujourd'hui un petit topo sur les troubles du comportement alimentaire, parce que c'est ce que je vois quand même assez souvent dans le cadre d'une consultation avec les Sèvres. Pas toujours, mais assez souvent. On va commencer par travailler sur les émotions. On va vous présenter les émotions. Effectivement, pour vous expliquer ce qu'est un trouble du comportement alimentaire, il faut commencer par là. Les sensations alimentaires, et à la fin, je vous décrirai les différents, ce qu'on appelle les TCA, les troubles du comportement alimentaire qui existent. J'aime beaucoup quand il y a des questions en direct, alors ça va peut-être embêter un petit peu Cédric, mais n'hésitez pas, s'il y a des questions qui vous viennent, à me couper pendant la conférence, pendant mon petit topo, pour qu'on puisse échanger directement, pour que vous n'oubliez pas votre question dans une demi-heure. D'accord? Bon, Cédric m'en veut déjà, mais moi j'arrive. Alors, émotions et comportement alimentaire. Que faire devant les émotions? Et oui. L'émotion, c'est quoi? L'émotion, contrairement à ce que me disent beaucoup de mes patients, ils me disent mais l'émotion, c'est un signe de faiblesse. Moi, quand je veux sortir mes émotions, c'est que je suis faible, c'est que je ne suis pas assez fort pour gérer tout seul. Voilà. Et je rencontre beaucoup de personnes, effectivement, qui ont cette tendance à tout garder pour elles et à justement, avec ces... J'appelle ça des petites boîtes. Elles ont des petites boîtes dans leur tête et elles mettent toutes leurs émotions dans la petite boîte et elles mettent un couvercle au-dessus et elles appuient sur le couvercle le plus fort possible pour qu'il n'y ait aucune qui sorte. Le problème, c'est qu'effectivement, avec notre pensée, on peut plus ou moins, exclure la pensée, c'est-à-dire supprimer la pensée, mais l'émotion revient toujours à un moment donné. Et par exemple, les séances d'ostéopathie pourront vous le dire, il y a certains points du corps qui en fait sont des zones émotionnelles, les émotions restent là. Elles sont toujours là si vous ne les travaillez pas, si vous ne les digérez pas. Bon. Donc l'émotion, c'est un signe de notre humanité, c'est en fait un phénomène qui va induire une modification physiologique. Donc vous allez avoir des sécrétions hormonales, vous allez avoir des signes physiques. Par exemple, je sais pas, l'angoisse, vous avez souvent un nœud dans la gorge, vous avez l'estomac tout noué, vous avez, je sais pas, mal au ventre, vous avez des signes, des modifications physiologiques. Des modifications du cours de la pensée. Par exemple, je sais pas moi, je suis en colère et je suis en train de me disputer avec mon conjoint. Bon, ma pensée par exemple, ça va être bon, c'est sûr que ça va jamais marcher, ça sert à rien de continuer de toute façon. Sous le coup, vraiment ça parle à certaines personnes, je suis contente. Donc effectivement, sous le coup de l'émotion, nos pensées sont modifiées. Autre exemple que je vois assez souvent, parce qu'on n'a pas tous une très haute estime de nous-mêmes, lorsqu'on est angoissé, lorsqu'il y a quelque chose qui a été difficile à gérer, oh mais je suis nulle, de toute façon j'y arriverai jamais. Ça aussi, ce sont ce genre de pensées qui sont modifiées sous le coup de l'émotion, et qui ne vont pas forcément nous aider. Et une tendance à l'action. Parfois c'est des actions adaptées, parfois c'est des actions inadaptées, et qui vont se tourner vers le comportement alimentaire. Vous allez voir, je vous explique. Une petite phrase intéressante à retenir, on en a peur le plus souvent, on essaie de les fuir. Et c'est ça le problème. Alors, le cercle vicieux, ça va jusque-là? Ça va jusque-là? Oui. Vous m'entendez bien? Oui. Le cercle vicieux. En fait, nos émotions, elles ont il y a un certain fonctionnement avec notre corps. Exemple, je rentre du travail, je rentre là, ce soir, je ne sais pas à quelle heure il sera, 19h peut-être. 19h, bon, j'ai pas faim, je viens de manger, en plus là, j'ai pris une petite collation. Mais vraiment, je suis fatiguée, j'ai envie de rien, je suis seule chez moi. Enfin bref, c'est pas terrible quoi. Donc, ma petite pensée qui arrive, ça ce sont vos émotions, vos sensations physiques. La petite pensée qui arrive, c'est oh tiens, un petit morceau de chocolat, ça me fait du bien, ça me remonterait un peu le moral. Et puis bon, en plus, de toute façon, j'ai repris un kilo la semaine dernière, enfin, un carré de chocolat ou un mois en plus, ça ne changera rien. D'accord? Ça, c'est la pensée. La pensée qui va donc, comme je disais, avoir après un impact sur le passage à l'action, l'impulsion. Donc là, effectivement, je vais passer au comportement. Le comportement, je mange un petit carré de chocolat, puis deux, puis un petit gâteau. Oh, et puis bon, je me sens, j'ai besoin de me remplir encore un petit peu. C'est pas fini. Donc je mange un petit gâteau, encore un petit gâteau. Bref, je me suis tapé la plaque de chocolat et
la boîte de cookies. Le problème, c'est que forcément, après la plaque de chocolat Milka à la noisette, j'ai mal au ventre, j'ai envie de vomir, et j'ai des nouvelles pensées. Je vois des petits faux rires, c'est nerveux, je pense. Des petits faux rires qui apparaissent. Donc j'ai mal au ventre, j'ai envie de vomir. Le problème, c'est que j'ai ce genre de pensée. De toute façon, j'ai pas de volonté, je sais pas me contrôler, je suis nulle. Ça, ce genre de pensée, forcément, ça va avoir un impact sur de nouvelles émotions qui apparaissent. Exemple, la culpabilité. Donc en fait, on se sent peut-être un petit peu mieux. C'est-à-dire que la tension qu'on avait à la base, cette angoisse par exemple d'être seule, ce pourquoi j'ai mangé à la base, fait que ça va un petit peu mieux, mais je culpabilise parce que je sais très bien que je vais prendre du poids par rapport à ça. Et j'ai une sensation de perte de la maîtrise de moi. Donc ça, ce sont les conséquences à long terme qui vont augmenter donc en fait ma charge émotionnelle déjà de base, c'était assez chargé quand même émotionnellement. Et donc forcément, si j'augmente mes émotions, mes pensées ne vont cesser de... Je vais ruminer, je vais cogiter, je pense que ça vous parle. Et donc je vais continuer dans ce type de comportement et on rentre en fait dans un cercle vicieux. Est-ce que ça va déjà? Alors, je vais vous expliquer après si c'est grave ou pas. Une fois de temps en temps, c'est-à-dire, parce que j'ai besoin d'un peu de chiffres, c'est une fois par semaine, une fois par mois? Là, ça m'est arrivé 2-3 fois. Dans la semaine ou dans le mois? Dans la semaine. D'accord. Alors, ça j'entends, c'est bien ça. Les troubles du comportement alimentaire, on va y venir, hein, mais c'est bien le signe d'une souffrance quelque part. C'est le signe d'une souffrance psychologique, d'accord? C'est pas du tout un manque de volonté de votre part. C'est plutôt, il y a un noyau psychologique derrière, en fait. 2-3 fois par semaine, pour moi, c'est pas de temps en temps. Pour moi, on est dans le trouble, là, du comportement alimentaire. Mais je l'ai pas eu pendant 6 mois. D'accord. On va voir. Je continue, on va voir. D'accord? Alors, je vais vous expliquer justement pourquoi mes émotions me font manger. Pourquoi, quand on n'est pas bien, pourquoi là, je me sentais seule, je rentrais chez moi, pourquoi j'ai envie de chocolat, du sucre. Souvent, on a plutôt envie de sucrer ou de salé ou d'un peu gras, quoi, des chips, du chocolat, des gâteaux, des cookies. Pourquoi la nourriture? Pourquoi je me sentais fatiguée, je m'ennuyais? Pourquoi j'ai pas été faire du sport? Pourquoi j'ai pas été, je sais pas, m'allonger, pour me reposer peut-être? Ça aurait été un peu plus adapté. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, lorsque vous mangez des choses assez grasses ou assez sucrées, ça, gâteaux, etc., enfin, vous voyez un petit peu le genre d'aliments, on appelle ça les hydrates de carbone, les sucres. Lorsque vous avez du sucre dans votre sang, et surtout en grosse quantité, comme c'est la plupart du temps, il y a forcément la sécrétion d'insuline, qui est une hormone qui vous permet en fait de faire intégrer tous les sucres dans le sang. D'accord? Forcément, quand l'insuline est libérée dans le sang, vous avez un petit acide aminé, qui s'appelle le tryptophane, on s'en fout, mais il s'appelle comme ça. Et lui c'est génial parce qu'il y a eu plein d'insuline, donc plein d'acide aminé et de tryptophane, donc lui il a la voie royale pour monter au cerveau. Quand il se retrouve au cerveau, pour lui c'est génial, parce qu'en fait il peut libérer notre meilleure amie, la sérotonine. Qu'est-ce que la sérotonine? C'est l'hormone du plaisir. C'est l'hormone qu'on ressent par exemple quand on a un orgasme. C'est l'hormone qui est libérée aussi quand on fait du sport plus de 30 minutes. On se sent bien, on se sent... on respire, on est détendu. Cette hormone est aussi libérée, je sais pas moi, je parlais d'orgasme, mais on peut aller un peu moins loin. Par exemple, si vous faites une activité que vous aimez, vous allez libérer cette hormone, je sais pas, de l'aventure ou de la danse, vous allez libérer cette hormone lorsque vous prenez du plaisir. Et on n'en a pas forcément conscience, mais quand on mange des choses très grasses et très sucrées, eh ben on arrive aussi à sécréter cette hormone. C'est pour ça que, on parlait d'angoisse tout à l'heure, vous vous souvenez, je m'ennuyais ce soir à la maison, j'étais seule, etc., je n'étais pas bien. C'est pour ça qu'en fait vos premières émotions d'angoisse vont être calmées, et après la culpabilité est là. Ça va? Vous n'êtes pas encore perdu? Des questions? Attends, que tout le monde entende. Votre schéma, là, il explique que quand on a des émotions qui nous donnent envie de manger, on est plus envie de manger du chocolat ou des gâteaux que des légumes ou de la viande ou des viande. Plus c'est sucré, et plus il y aura de l'insuline,
Et plus vous aurez des tryptophanes qui vous permettront d'avoir cette hormone du plaisir, de la détente. D'accord ? Cette hormone, si vous voulez, c'est par exemple pour les personnes qui sont en dépression, dans les médicaments, c'est cette hormone-là qui va être sécrétée. Les médicaments sont faits pour sécréter cette hormone pour qu'on retrouve une humeur la plus stable possible. Vous voyez, c'est vraiment cette hormone-là, on la recherche lorsqu'on n'est pas bien, c'est elle qui nous permet de nous remonter. Ça va ? Ouais ? J'ai répondu à votre... C'était pas vraiment une question en fait, vous confirmiez. C'était très bien. Ah, pourquoi ralentir ? Alors, donc, ce soir je suis pas bien, ça va pas du tout, je suis toute seule, je m'ennuie, donc j'ai décidé d'avoir un comportement, ce que je vais appeler moi inadapté, pour... je vais manger quoi, pour calmer mes émotions. Ok. Je vais manger très rapidement, comme la plupart du temps quand je mange. Donc, je vais manger très rapidement, je ne vais pas forcément avoir conscience des quantités que je mange, ni forcément du goût que ça a. En fait, c'était du chocolat. Chocolat au lait, tiens, il y avait des noisettes. Bon, en fait, je m'en rends compte plutôt après avoir vu le paquet. Mais j'en ai pas forcément conscience dans ma bouche. Vous voyez un peu ce que je veux dire ? Ça vous parle ? Donc, le problème de ça, c'est que le cerveau n'a pas conscience, le cerveau n'a pas conscience en fait de ce qu'il mange, de ce qui est intégré. Donc le problème c'est que notre amie la sérotonine, imaginez-vous un tube à essai dans votre cerveau. Vous savez, on a tous fait de la chimie. Imaginez-vous aussi un score seuil que la sérotonine doit atteindre pour qu'effectivement nos émotions soient relâchées. Donc, effectivement, si je mange très rapidement, la sérotonine va augmenter petit à petit, c'est-à-dire un petit peu. Donc je vais manger un deuxième gâteau pour avoir encore un petit peu, puis 3 autres carrés de chocolat pour que ça augmente encore un petit peu, puis un petit peu, pour arriver au score seuil. C'est-à-dire qu'on a besoin de manger peut-être 2 plaques de chocolat et 6 gâteaux pour arriver au score seuil. J'exagère un petit peu, je sais. J'exagère un petit peu. Mais ça arrive effectivement. On mange beaucoup, parce qu'on mange très rapidement. Et donc, en fait, la sérotonine, pour arriver au score seuil, a besoin de toutes ces quantités. Mais, ce qui est intéressant, et certaines le savent ici, ou certains, c'est que lorsqu'on fait attention à ce qu'on mange, lorsqu'on prend notre temps pour manger, le cerveau a le temps d'intégrer, et la sérotonine augmente de manière beaucoup plus importante dans notre tube à essai. Donc, au lieu de manger 10 gâteaux et 3 plaques de chocolat, vous pouvez peut-être manger 2 gâteaux et 4 carrés de chocolat et arriver exactement au même seuil, si vous arrivez à se savourer. Ça va ? Ouais. Bon, pour sortir de l'impasse, oui. Les émotions, surtout, n'ayez pas peur de vos émotions. Les émotions, c'est ce qui vous rend humain, d'accord ? C'est ce qui fait qu'on n'est pas des robots. Donc, l'objectif de manger, en fait, c'est de fuir nos émotions. En mangeant, on arrive à nous sentir mieux, en tout cas à calmer ses émotions. Le problème, c'est qu'elles reviendront tout le temps. Si on ne les a pas digérées, si on ne les a pas travaillées, si on ne les accepte pas, elles reviendront tout le temps. Ok ? Donc, effectivement, ça c'est ce que je disais tout à l'heure, le signe d'une souffrance. Hein ? Une pulsion, c'est pas un manque de volonté, c'est bien un signe d'une souffrance. Donc, ce qu'il faudrait par rapport à vos émotions, en principe, on fait ça avec un thérapeute. Effectivement, c'est d'apprendre à ressentir dans un premier temps, nommer, identifier qu'est-ce qui se passe en moi, pourquoi je suis comme ça. Parfois, on connaît la source, parfois non. Mais au moins, on sait quelle émotion nous traverse pour ensuite essayer d'arriver à l'acceptation. Pour travailler l'acceptation, il y a des petites techniques, la respiration abdominale par exemple. Mais avant, il faut bien libérer son diaphragme pour aller voir l'ostéopathe pour que ce soit plus facile pour vous pour respirer. L'objectif, c'est d'éviter l'hyper-contrôle et l'évitement de vos émotions. Parce que, comme je vous disais, sinon elles resteront toujours en vous et ça reviendra toujours. Votre cercle vicieux, il sera toujours présent. D'accord ? Pas de questions ? Je passe à la suite. Alors, les sensations alimentaires. Que faire ? Je ne l'écoute pas. Ah, bon, c'est embêtant. Pourquoi ? On a 2 faims. On a 2 types de faims dans notre fonctionnement. On a la faim physique, la faim mentale. Est-ce que quelqu'un pourrait me décrire sa faim physique ? Ouais, l'estomac qui gargouille. Ouais, d'accord. En fait, effectivement, quand on a très faim, il y a une fatigue qui arrive, exactement. Une acidité, une fatigue. Ouais.
Quoi d'autre? Symptômes de faim physique. Des crampes, très bien, excellent. Des crampes d'estomac, le ventre qui gargouille, la fatigue. Bon, est-ce que d'autres personnes ont autre chose ou pas? Ouais, trouble de la concentration, excellent, très bien. Qui est dû à la fatigue, effectivement, super. Ouais, voilà, c'est ça qui explique cette fatigue. Effectivement, ouais. Ça, c'est les symptômes. Bon, vous en avez dit, je pense, les principaux. Lorsqu'on a très très faim, on peut aller jusqu'à la tête qui tourne, voire des petits malaises. Hein, lorsqu'on a très... D'accord, si on a sauté un repas. Donc, effectivement, ça, c'est la faim physique. D'accord? On peut avoir aussi une hypersalivation, mais attention, l'hypersalivation n'est pas qu'associée à la faim physique, elle est aussi associée à l'envie. D'accord? Donc ça ne veut pas forcément dire qu'on a faim. L'envie, ce que j'appelle la faim mentale, on y répond souvent. Dans la plupart du temps, en fait, on mange par faim mentale que par faim physique. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on mange par envie alors qu'on n'a pas faim physiquement, on stocke. Et oui, à chaque fois qu'on mange, on n'a pas faim physiquement, on prend du poids. D'accord? Je vais vous expliquer pourquoi. Je voulais juste avant faire la distinction entre la faim physique et la faim mentale. Et qu'est-ce qui va avec la faim physique quand j'ai plus faim? C'est la satiété. Qu'est-ce qui va avec l'envie quand on n'a plus envie? C'est le rassasiement. Ça va déjà? C'est juste pour mettre au clair pour que je puisse continuer. Pourquoi j'ai eu besoin de mettre ça au clair? Parce qu'on a 4 façons principales de stocker. Donc c'est ce que j'explique la plupart du temps aux patients. La première, ça ne me concerne pas, il faut le voir avec le diététicien ou nutritionniste, l'équilibre des repas. Par contre, les 3 prochaines me concernent. Les prises alimentaires sans faim, effectivement, lorsqu'on mange et qu'on n'a pas faim, on stocke. Exemple, je sais pas moi, là, ce midi, j'avais pas faim physiquement, par contre, il était midi, donc je mange. Oui. Et ouais, le problème, c'est qu'à chaque fois que j'apporte un surplus d'aliments à mon corps alors qu'il ne me réclame pas, alors qu'il n'en a pas besoin, il stoppe. Dites-vous bien que le corps a gardé le même fonctionnement que dans la préhistoire. C'est-à-dire dans la préhistoire, on chassait le mammouth, on avait un mammouth,